Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ben, la première vidéo de ce type que je vais mettre sur cette vidéothèque, c'est-à-dire une revue d'outils. Et on va notamment s'intéresser à un des outils les plus populaires, on va dire en Occident et peut-être dans le monde au final, qui s'appelle le yoga. Je précise également que c'est pas pour rien que je vais aborder cette vidéo en premier, c'est avant tout parce que c'est un des outils à la fois les plus basiques, les plus universels et les plus, on va dire, sujets à des idées reçues à tort et à travers, on va dire, concernant vraiment qui il concerne et comment l'intégrer, on va dire, dans une routine et dans un objectif d'évolution. Donc la première des choses à comprendre, c'est déjà ben, quels sont les différents types de yoga et surtout qu'est-ce qui est différent entre un yoga occidental et un yoga oriental. Donc on va s'intéresser à ça dans un premier lieu. Ensuite, on ira finalement s'intéresser à, à qui il s'adresse exactement, même si je l'ai plus ou moins donné cette réponse déjà, on va aller voir un peu plus en détail pourquoi il s'adresse à certaines personnes et pourquoi finalement il s'adresse un peu moins à d'autres, mais dans l'absolu, pourquoi il est universel, ce yoga. Et on va s'intéresser aussi pourquoi finalement cette pratique peut apporter quelque chose dans votre quotidien et pourquoi cette pratique apporte quelque chose dans votre quotidien. Et enfin, on va conclure sur, on va dire, les trois grandes pratiques que je vais aborder et finalement mettre en avant leurs plus grandes forces afin que vous puissiez vous-même prendre la décision ou avoir une meilleure introspection et une meilleure introspective sur pourquoi vous l'utilisez, ce yoga, dans votre vie et peut-être vous amener à évoluer vers une autre forme de pratique qui vous conviendrait mieux ou tout simplement l'intégrer de manière d'autant plus importante dans votre vie. Je pense qu'il est quand même important et assez fondamental de clairement différencier le yoga occidental du yoga oriental. Parce que si vous pensez yoga oriental et que vous écoutez ce que je vais dire dans cette vidéo, il y a de bonnes chances qu'il y ait beaucoup de choses qui vous paraissent un peu à côté ou assez pas complètement vraies en fait. Et il y a une raison assez simple. Dans cette transition, le yoga oriental, en arrivant à l'Occident, a quelques différenciations. Si j'ai envie d'utiliser une image assez simple, c'est un peu si on prend le yoga oriental et qu'on considère que c'est du thé, et que vous commandez un café du thé, on va chercher le yoga oriental, et ben si vous demandez le yoga occidental, ce qu'on va vous servir, c'est de l'eau chaude. C'est-à-dire que finalement, on va vous servir la même quantité, on va vous servir la même température, on va vous servir la même idée, entre guillemets, mais il n'y aura pas le goût et l'infusion qu'a le yoga oriental. En termes plus pratiques, le yoga occidental est beaucoup plus physique, ne dispose d'aucun élément véritablement spirituel, on va vraiment pas travailler la spiritualité ou à des doses homéopathique, on va dire, on va se spécialiser généralement en fonction des différents types de yoga qu'on va aborder un peu, pas en détail, mais un peu plus en profondeur tout à l'heure. On va se spécialiser donc dans des yogas plutôt physiques ou des yogas plutôt énergétiques. On va également totalement mettre de côté dans le yoga occidental la partie enseignement, et c'est essentiellement les grandes différences. Donc, on va limiter finalement la pratique du yoga sur deux grands espaces que sont l'énergétique et le physique, et on va laisser de côté le spirituel, et on va également le rendre encore plus accessible et beaucoup plus, on va dire, édulcoré que ce que l'est le yoga oriental. Déjà, on va lui enlever toute qualité de pérennité. C'est-à-dire que le yoga occidental est proposé comme une activité très locale. On va aller faire du yoga et puis on va en sortir et on fait plus de yoga. C'est-à-dire qu'on va le prendre comme une forme de loisir. Le yoga oriental est bien plus qu'une forme de loisir, c'est un véritable style de vie et non pas à la façon dont les occidentaux considèrent un style de vie, c'est-à-dire une façon d'avoir une image ou une position sociale, mais vraiment comme plus qu'une philosophie, c'est quelque chose qui est vécu, respiré
pensée qui est intégralement dans chaque geste de quelqu'un qui pratique le yoga de façon orientale. C'est pas du tout comme ça qu'on le perçoit de manière occidentale et c'est pour ça que je le considère comme un outil. Alors qu'à la base, c'est quand même plus qu'un outil, soyons clairs. Les 3 grands yogas qui finalement font aujourd'hui le plus grand travail du paysage moderne occidental, c'est 3 yogas que je vais prendre, pas complètement arbitrairement, mais un peu, parce qu'il en existe beaucoup d'autres. Il existe énormément de types de yoga maintenant disponibles pour parfaire les préférences de chacun, on va dire. Mais les 3 grands extrêmes et assez caricaturalement descriptibles pour faire votre choix et plus facilement accessible sont le yoga Ashtanga, le yoga Hatha et le yoga Kundalini. Donc le yoga Ashtanga est un peu celui qu'on va prendre comme exemple lorsqu'on va parler d'un flow de travail et d'une sorte de dynamique, de rythmique assez musicale, on va dire, ou assez basée sur l'accordance du mouvement avec la respiration. Donc, on va faire finalement ce que fait le yoga hatha et on va y rajouter des séquences beaucoup plus rapides et beaucoup plus basées sur des séquentialités de secondes au lieu de minutes. Le yoga hatha, qu'est-ce que c'est? C'est l'enchaînement tout simplement de postures qui vont durer au moins 1 minute, la plupart du temps, ou en tout cas qui vont durer beaucoup plus longtemps que dans le yoga Ashtanga, et qui vont viser avant tout une assise de la position au lieu d'un flux beaucoup plus régulier et fluide. Donc ça va travailler des zones différentes qu'on va aborder un peu plus en détail dans la conclusion. Et enfin le yoga Kundalini qui lui va finalement encore plus se baser sur l'énergétique et va mettre vraiment le côté physique qui va beaucoup plus être présent dans le yoga Ashtanga et un peu dans le yoga Hatha mais de façon différente pour focaliser finalement son attention sur la respiration, sur le mouvement de l'énergie mais finalement en dehors du corps plus qu'autre chose et sur la volonté, comme on va le voir un peu plus en conclusion, ça aussi. Mais c'est de ces 3 formes, la forme la plus différente est de loin le yoga Kundalini. Vous pouvez très bien adorer le yoga Hatha et le yoga Ashtanga, et puis pas du tout retrouver vos marques dans le yoga Kundalini. Je vous invite à vous renseigner un peu plus sur ces 3 types, ou sur les différents types qui pourraient vous apporter une plus grande satisfaction en fonction de vos objectifs. Pour qui est-ce qu'est le yoga, finalement? À qui ça s'adresse? À tout le monde en fait. Et c'est la plus grande force peut-être à l'occidental du yoga et ce pourquoi ça a réussi à percer aussi bien parmi toutes les pratiques et outils énergétiques et spirituels qu'il existe dans le monde, c'est parce que c'est très accessible et qu'il y a vraiment personne à qui ça ne s'adresse pas un minimum, ou en tout cas ça concerne absolument tout le monde. Et à juste titre, c'est peut-être un des exercices les plus basiques et les plus simples qui soient. Et pour peu que vous soyez capable de bouger votre corps, qui est un prérequis, un minimum, concrètement, vous êtes capable de faire du yoga. Il y a souvent une idée assez fausse qui est liée à la pratique du yoga, qui est « je ne vais pas faire du yoga parce que ça demande d'être trop souple ». Non, le yoga ne demande pas d'être souple. En revanche, ça demande un minimum de force pour pouvoir tenir les positions, ou en tout cas profiter des bienfaits que pourrait apporter de tenir une position en termes de relaxation et de méditation. Si vous êtes en train de galérer comme un cheval de trait pendant chaque exercice ou chaque position, il y a de bonnes chances que l'exercice se transforme purement en exercice physique et que l'aspect énergétique et encore plus les graines d'exercice spirituel qu'il pourrait y avoir dedans vont passer à la trappe de manière générale. Donc, en dehors de ça, mais ça va concerner la qualité finalement de l'exercice pour vous et le côté holistique de son impact, mais c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas quand même profiter des bienfaits, au moins sur le côté physique, qui que vous soyez et peu importe où est-ce que vous en êtes. Donc au final, à quoi vraiment va servir le yoga dans une pratique régulière ? De manière générale et assez simple, c'est sans doute un des outils qui va être le plus spécialisé dans ce qu'on va qualifier de maîtrise émotionnelle. La maîtrise émotionnelle, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre tout simplement à quel point vous allez être capable et à quel point ça va être facile pour vous
de faire passer et de vivre vos émotions sans qu'elles vous affectent de manière abusive dans votre relation avec l'autre, dans votre relation avec vous-même, et faire en sorte que votre journée soit aussi fluide et agréable que possible, on va dire. Mais c'est aussi important que vous compreniez, en tout cas, que c'est une limite en soi. C'est-à-dire que ça va difficilement aller au-delà de ça. Il va y avoir effectivement, peut-être au bout de quelques années, une forme de maîtrise mentale vis-à-vis de sa relation avec le corps. Donc d'union, on va dire, du mental avec le corps et d'union de l'émotionnel avec le corps. Et c'est très bien, c'est très important et ça fait son boulot là-dedans. Mais c'est aussi assez illusoire d'imaginer que le yoga va être très efficace dans, par exemple, des cas un peu plus extrêmes ou un peu plus profonds, comme des traumas. Le yoga ne sert absolument pas à ça à la base, c'est-à-dire que vous pouvez attendre longtemps avant d'aller déloger un trauma important qui se serait logé en vous, qui affecterait votre vie d'une manière générale. En l'occurrence, ce serait un peu comme essayer de nettoyer de la rouille en faisant bouger de l'eau dans une casserole qui est rouillée. Donc vous, peut-être au bout de des années d'exercice, vous vous attaquerez un peu les zones qui ont été ulcérées un peu par des traumas, mais c'est vraiment pas la solution efficace, hein. Généralement, il va falloir aller dans des artilleries un peu plus lourdes. Donc c'est un peu un outil parfait pour l'entretien. Pour l'entretien, pour le nettoyage quotidien ou hebdomadaire, pour une forme de, de mise en situation et en route assez saine, d'assainissement général. Mais en termes thérapeutiques, même si, tout comme une douche, il peut y avoir un effet thérapeutique sur certains espaces, on ne va pas faire une comparaison entre une douche et une chirurgie. Et de la même façon que on peut faire ces comparaisons physiques en termes énergétiques et spirituels, c'est une douche, le yoga. Et une douche qui, avec le temps, pourrait avoir de très bons effets, ou en tout cas des effets thérapeutiques, mais en soi, c'est assez maladroit généralement d'aller chercher spécifiquement un exercice de guérison ou un exercice d'exploration profonde dans le yoga. C'est juste pas construit pour ça. Pourquoi concrètement c'est pas construit pour soi? Parce que le fonctionnement même du yoga va agir sur un circuit, on va dire, court. C'est-à-dire que l'énergie, l'émotion, la psyché, l'énergie, c'est une combinaison de l'émotionnel et du mental, hein. L'énergie va tout simplement aller attaquer, bouger dans le corps à travers les positions ou à travers la respiration ou à travers le mouvement de manière générale. Et l'attention va guider effectivement ce mouvement là où il est pour le mieux qu'il soit guidé. Mais forcément, ça va être limité au mouvement du corps de manière générale ou au mouvement de la respiration. Et c'est finalement le yoga Kundalini qui va s'approcher le plus d'un exercice intense en termes énergétiques et qui va peut-être borderline aller sur le spirituel dans certains aspects s'il est pratiqué de manière, on va dire, holistique autant que possible. Mais dans l'absolu, ça va nécessairement avoir la limite que le corps va accorder au mouvement et à la transition énergétique. C'est-à-dire que si on doit imaginer un ensemble de trois blocs, physique, énergétique et spirituel, l'énergétique et le travail du yoga va finalement faire ça, entre le corps et l'énergétique. Ça a un effet, mais ça a un effet spécifique. Autre façon de le voir, c'est que, encore une fois, je ne parle que du yoga occidental, le manque de continuité aussi dans les pratiques de yoga et le fait que ce soit cantonné à un espace limité en temps et qu'il n'y ait aucun vraiment enseignement ou aucune pratique intelligente dans le sens sagesse dans la vie quotidienne, ça reste quelque chose que l'on fait pour se sentir bien,
mais ça n'a aucune implication dans la compréhension que vous avez du monde, ni dans l'expansion de conscience qui est nécessaire en termes spirituels pour avoir un travail actif à ce niveau-là, et ben nécessairement ça va limiter aussi les transformations que vous pouvez espérer de cet exercice et de cette pratique. Encore une fois, un marteau est un marteau et un tournevis est un tournevis. Savoir choisir son outil, c'est aussi une grande partie de l'efficience dans son évolution. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut finalement retirer de le yoga comme outil? Euh, Ça va dépendre un peu de vos objectifs, puisque, encore une fois, on l'a vu un peu précédemment, il y a beaucoup de types de yoga. Dans les trois principaux qu'on a pris, on peut retenir que le yoga hatha va travailler beaucoup plus sur la présence d'esprit et l'endurance de manière générale, surtout du corps. Le yoga Ashtanga va être beaucoup plus à viser de fluidité, de mouvement, de corps, d'énergie et de circulation de manière générale. Et le yoga Kundalini va se focaliser sur la respiration, sa maîtrise de respiration et la volonté de manière générale, tant en termes énergétiques que d'action. Au-delà de ça, le yoga est avant tout une bonne pratique, très très basique et accessible à basiquement tout le monde, sans pour autant aller dans la profondeur de l'exercice, sans pour autant aller dans la profondeur de l'effet, mais qui constitue avant tout un excellente routine, on va dire, quotidienne ou hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, peu importe en fonction de vos préférences et de ce dont vous avez besoin, et qui permet un peu à n'importe qui, quelles que soient ses sensibilités, de développer une meilleure conscience, on va dire, de son corps et de sa relation avec lui, au moins à travers les aspects émotionnels, énergétiques et physiques, ce qui permet à absolument, encore une fois, n'importe qui d'avoir une première porte d'accès très adaptée pour soit une vie équilibrée, soit un travail plus intense avec d'autres outils un peu plus loin sur la route. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Merci de l'avoir regardée. Et si ça a été le cas, qu'elle vous a apporté quelque chose, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à la partager, à commenter, à vous abonner à ma vidéothèque pour vous tenir au courant de mes activités, à aller voir sur Tipeee si vous avez envie de vous intéresser à des sujets un peu plus avancés ou pour me soutenir de manière générale. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois sur une prochaine vidéo et que l'amour soit votre guide.